La nuit pèse sur Kingston, et le silence serre la foule. Quelques jours plus tôt, Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, avait galvanisé l'Assemblée en célébrant l'éveil africain avant d'accuser la Jamaïque d'échanger sa souveraineté contre du confort. Un contraste brutal qui fendit l'enthousiasme et ancra le doute dans les regards. À qui revient, entre frères de l'Atlantique, le droit de dire la vérité sans franchir la ligne de l'ingérence? Et que signifie ce test pour nous aujourd'hui, ici, maintenant? Cette question, portée par l'onde médiatique, promet de redéfinir le poids des mots et la mesure du respect. Dans les heures qui suivirent, les chaînes d'information du monde entier diffusèrent les images de Kingston, transformant un discours en symbole. Ce n'était plus seulement une querelle diplomatique, c'était un miroir tendu à deux continents. En Jamaïque, certains y voyaient une trahison. En Afrique, une libération. L'épisode soulevait une question plus vaste. La souveraineté peut-elle survivre à l'ère des influences globales? Car derrière les micros et les drapeaux, un enjeu bien plus profond se dessinait. Redéfinir ce que signifie être libre dans un monde interdépendant. La promesse de cette histoire est claire. Révéler comment deux nations issues de la même douleur coloniale peuvent, par un simple échange de mots, réveiller les fondements du respect et de la fierté. Si le discours d'Ibrahim Traoré a provoqué une onde de choc, celui du Premier ministre jamaïcain allait montrer qu'il est possible de répondre sans s'incliner, de dialoguer sans céder. Entre courage et prudence, ce récit trace la frontière fragile où se joue la maturité politique. Les caméras s'étaient tues, mais les chiffres parlaient encore. En moins de 24 heures, plus de 12 millions de vues sur les réseaux, 80 000 partages et un raz-de-marée de commentaires oscillant entre admiration et indignation. Ce fut le premier signal, concret, que l'intervention d'Ibrahim Traoré avait dépassé les frontières de Kingston pour devenir un sujet mondial. Ce mini-réveil numérique révélait déjà un changement. La conversation sur la souveraineté n'appartenait plus aux chancelleries, mais aux peuples eux-mêmes. Pour comprendre cette onde, il faut revenir à la scène. La Jamaïque, archipel d'histoire et de fierté, accueillait le président burkinabé dans un climat d'enthousiasme et de mémoire partagée. Le décor semblait écrit d'avance. Drapeau, musique, fraternité. Pourtant, quand Traoré rompit le ton protocolaire pour parler de dépendance politique, la soirée prit un autre cours. Ces mots frappèrent comme une percussion inattendue dans le rythme du reggae. Les observateurs notèrent que cette rupture s'inscrivait dans une logique plus large. Depuis des mois, le jeune chef d'État multipliait les gestes symboliques d'émancipation, s'érigeant en porte-voix d'une Afrique décidée à parler d'égal à égal. En Jamaïque, cette attitude souleva à la fois admiration et prudence. Elle confrontait deux visions de la liberté, celle qui s'affirme par le cri et celle qui se préserve par la mesure. La diffusion instantanée des extraits transforma l'incident en laboratoire de perception. À Washington, on analysait le ton. À Lagos, on saluait le courage. À Kingston, on s'interrogeait. Fallait-il applaudir la franchise ou défendre la courtoisie? Derrière les écrans, un débat plus profond s'esquissait. Le respect entre nations doit-il être fondé sur la parole ou sur la retenue? Et déjà, dans cette tension, se dessinait le dilemme qui allait nourrir la réponse du Premier ministre jamaïcain. Une réponse que personne n'attendait aussi calme, aussi ferme. Quand le Premier ministre de la Jamaïque prit la parole, ce ne fut ni par colère ni par orgueil. Son visage, diffusé en direct sur les écrans du pays, portait la gravité d'un homme conscient que chaque mot pèserait plus qu'un discours. « Nous honorons l'Afrique comme notre racine », déclara-t-il d'une voix posée. Mais même entre frères, il faut respecter la maison de chacun. Par cette phrase, il déplaça le débat. Il ne s'agissait plus de défendre un gouvernement, mais une dignité collective. Ce ton surpris. Beaucoup attendaient une riposte, un démenti, peut-être un reproche voilé. À la place, ils trouvèrent une leçon. Dans cette sérénité, la Jamaïque redécouvrait la valeur du calme comme forme de puissance. Le Premier ministre incarnait un modèle de leadership rare, ni conquérant, ni soumis, mais ancré. Son message, d'abord destiné à ses concitoyens, traversa vite les frontières. À Ouagadougou, on salua l'élégance du contre-discours. À Dakar, certains intellectuels y virent la preuve qu'on pouvait répondre à la fougue d'Ibrahim Traoré sans renier la fraternité africaine. En Jamaïque, des voix jeunes commencèrent à reprendre ces mots dans les écoles et les universités. La souveraineté, c'est aussi le respect de soi. Ce fut le premier signe tangible que la crise s'était métamorphosée en conversation.
et qu'au-delà des micros, une nation mesurait son indépendance non par le volume de ses colères, mais par la cohérence de ses valeurs. Dans la retenue du chef de gouvernement, les Jamaïcains trouvaient une nouvelle fierté, celle de tenir tête sans hausser le ton. Tout commença dans la chaleur dense d'un soir de juin, lorsque les tambours de l'Émancipation Park battaient au rythme du reggae et de l'attente. Les drapeaux flottaient, les foules dansaient, et sur la scène, Ibrahim Traoré s'avançait lentement vers le micro. Les premiers mots furent doux. Il parla de fraternité, de mémoire partagée, de cicatrices anciennes. Les applaudissements montèrent comme une vague. Puis la mer se retourna. Sa voix, plus tranchante, fendit la nuit. La vraie indépendance n'est pas un drapeau. Il regarda la foule. C'est la liberté de refuser toute tutelle. En quelques secondes, l'air se chargea d'électricité. Les visages changèrent, l'enthousiasme se mua en hésitation. Certains crièrent en leur accord, d'autres détournèrent le regard. Les caméras captèrent tout, ce moment précis où la célébration se transforma en confrontation. Dès le lendemain, les titres s'enflammèrent. Traoré provoque Kingston. Les réseaux sociaux s'embrasèrent. Les hashtags Stand with Traoré et Here Respect Jamaica s'opposaient comme deux camps de la même douleur. À Port-au-Prince, des journalistes parlèrent d'un choc des symboles. À Accra, d'un réveil africain. Mais à Kingston, le trouble était plus intime. Dans les ministères, on débattait. Fallait-il ignorer, répliquer, apaiser? Le Premier ministre, silencieux, observait. Il savait que l'émotion populaire pouvait emporter la raison d'un pays entier. Alors il attendit 48 heures. Un silence mesuré, presque stratégique. Pendant ce temps, les diplomates étrangers spéculaient. La Jamaïque allait-elle rompre ses liens? Le Burkina Faso allait-il s'isoler? Des analystes rappelaient que Traoré n'en était pas à sa première prise de position radicale. Qu'en Afrique de l'Ouest déjà, il avait bouleversé les équilibres régionaux. Sa visite à Kingston, censée unir les diasporas, semblait désormais diviser les consciences. Quand le Premier ministre prit enfin la parole, le ton était posé, presque apaisant. Il ne répondit pas à la provocation. Il la transforma. « Nous ne sommes ni un pion, ni un écho, dit-il, mais une voix qui se tient droite. » Cette phrase fut reprise des milliers de fois. Les médias parlèrent d'un duel d'attitudes. L'un, le feu, l'autre, la pierre. Entre eux, un océan de malentendus, mais aussi un respect latent. Les jours suivants, la tempête médiatique s'élargit. Les éditorialistes occidentaux saluèrent la modération jamaïcaine. Les chroniqueurs africains défendirent la franchise du jeune président. Deux légitimités s'affrontaient, celle du cri et celle du calme. Et dans cet entre-deux, un nouvel espace politique apparaissait, celui où la souveraineté devient conversation. En observant cette séquence, beaucoup comprirent que ce n'était plus seulement une querelle entre deux dirigeants. C'était la première fois, peut-être, que la diaspora africaine se regardait dans un miroir aussi nu. Les mots de Traoré avaient ouvert une brèche. La réponse jamaïcaine, une voix. Entre le tumulte et le silence, une vérité surgissait. La maturité politique n'est pas de plaire, mais de persister. Dans les jours qui suivirent l'échange entre Kingston et Ouagadougou, les analystes commencèrent à chiffrer l'onde de choc. Sur les plateformes internationales, la mention d'Ibrahim Traoré connut une hausse de 340% en une semaine, un signe que son nom dépassait désormais les cercles africains pour entrer dans le débat mondial sur la souveraineté. Ce bond révélait une curiosité inédite. Qui était ce jeune chef d'État capable de déclencher un débat planétaire par un seul discours? Les instituts régionaux notèrent aussi un autre indicateur. Les sondages d'opinion en Jamaïque montrèrent que 62% des citoyens jugeaient nécessaire de redéfinir la relation du pays avec les puissances étrangères. Ce chiffre, surprenant dans une démocratie stable, traduisait une prise de conscience soudaine. La critique de Traoré, si controversée soit-elle, avait rallumé une question longtemps évitée. La souveraineté n'était plus un mot d'histoire, elle redevenait un enjeu présent. Enfin, à Ouagadougou, une étude de la presse africaine indiqua que le ton des articles évoquant la Caraïbe passa de neutre à positif dans 58% des cas après le discours du Premier ministre jamaïcain. Autrement dit, la réponse mesurée de Kingston avait désamorcé l'idée d'un affrontement pour lui substituer celle d'un dialogue entre égaux. Ces données, mises bout à bout, révélaient un scénario clair. Loin d'affaiblir les deux nations, la controverse avait servi de catalyseur. Chaque pourcentage dessinait la preuve d'une réappropriation symbolique. La Jamaïque retrouvait sa voix.
Le Burkina Faso voyait la sienne entendue. Entre les lignes, on pouvait lire un équilibre nouveau, celui d'un monde post-colonial qui apprend à débattre sans se soumettre. Mais les chiffres n'étaient qu'un début, car derrière eux se cachaient des transformations plus silencieuses. Une génération d'étudiants jamaïcains rédigeant des essais sur la fierté nationale, des jeunes Africains découvrant dans le calme du Premier ministre une autre forme de courage. Les statistiques donnaient de la mesure, les gestes, eux, donnèrent le sens. Ainsi, la polémique entre deux dirigeants avait produit ce que les diplomaties n'osent plus espérer, une conversation mondiale sur la dignité. Et dans ce tumulte de chiffres, une vérité simple se glissait. La liberté ne se mesure pas à la décibel du cri, mais à la constance du respect. Pour comprendre toute la portée de cette controverse, il faut écouter les deux visions avec équité. Les partisans d'Ibrahim Traoré affirment que sa franchise était nécessaire. Selon eux, seule une parole sans filtre peut secouer les consciences endormies. La Jamaïque, disent-ils, représente une réussite culturelle, mais aussi une dépendance économique toujours marquée. Traoré n'aurait donc pas insulté, il aurait révélé une vérité que d'autres taisent. Pour cette école de pensée, la diplomatie sans courage est une politesse inutile. On ne soigne pas les blessures coloniales avec des mots doux. En face, les défenseurs du Premier ministre jamaïcain répondent qu'il existe une autre forme de bravoure, celle du calme. La liberté, explique-t-il, ne s'éprouve pas en défiant, mais en maîtrisant. Ce n'est pas le volume du ton qui prouve l'indépendance, c'est la capacité à rester digne quand on est provoqué. À leurs yeux, la réaction jamaïcaine fut un modèle. Transformer la tension en leçon, sans renoncer à l'honneur. Entre ces deux pôles, le feu et la retenue, s'étend la zone grise où naissent les progrès politiques. Les faits eux-mêmes montrent que ni l'un ni l'autre n'avaient entièrement tort. La vigueur de Traoré a rallumé le débat sur la souveraineté. La prudence du Premier ministre l'a rendu durable. C'est ce dialogue implicite, cette complémentarité involontaire, qui a permis à deux continents de s'écouter à nouveau. Dans cette lumière, la querelle cesse d'être un affrontement. Elle devient un miroir. D'un côté, la jeunesse africaine réclamant la rupture. De l'autre, la maturité caribéenne prônant la mesure. Et si, finalement, le courage et la sagesse n'étaient pas des ennemis, mais les deux battements d'un même cœur politique. Silence d'acier. Ainsi commença la deuxième moitié de l'histoire. Au milieu du tumulte médiatique, une phrase du Premier ministre jamaïcain prit une valeur nouvelle. La souveraineté n'a pas besoin de hurler pour exister. Cette ligne, reprise dans les journaux africains, changea le ton du débat. Ce n'était plus la colère d'un affrontement, mais la naissance d'un dialogue. Même les conseillers d'Ibrahim Traoré reconnurent en privé que cette retenue avait une force inattendue. La fermeté jamaïcaine, loin de diminuer le message panafricain, lui donnait une profondeur supplémentaire, celle du respect mutuel. Dans les couloirs diplomatiques, on parlait déjà d'un « moment charnière », celui où deux voix autrefois dissonantes apprenaient à s'accorder. Au fond, le point de rupture devenait un point d'équilibre. Et sous cette lumière nouvelle, une idée simple s'imposait. L'histoire ne se construit pas dans la victoire de l'un sur l'autre, mais dans la capacité à demeurer debout, ensemble. Les jours suivants, le débat dépassa les chancelleries. Dans les marchés de Kingston, les radios et les écoles, la question revenait « Qu'est-ce que la dignité nationale aujourd'hui ?» Les Jamaïcains redécouvraient la valeur politique du mot « respect », tandis qu'en Afrique, des voix rappelaient que la solidarité n'exclut pas la franchise. De chaque côté de l'Atlantique, les répercussions se déclinaient selon 4 angles: nation, économie, société et région. Sous un autre angle, la Jamaïque renforça sa cohésion intérieure. Le discours du Premier ministre, diffusé en continu, fit remonter la confiance dans les institutions de 18%, selon le Kingston Policy Center. La population se reconnut dans une vision: défendre sans s'emporter. Le gouvernement, lui, en sortit plus légitime, non par la force, mais par la constance. Sous un autre angle, les premières analyses du ministère des Finances montrèrent une hausse temporaire des investissements régionaux. Les entreprises caribéennes virent dans la stabilité jamaïcaine un signal rassurant, preuve qu'un pays peut traverser une crise symbolique sans dérive économique. En Afrique de l'Ouest, au contraire, le discours de Ibrahim Traoré inspira plusieurs programmes d'autonomie énergétique et agricole. L'effet miroir jouait à plein, l'un consolidait, l'autre osait. Sous un autre angle, dans les campus, des débats éclatèrent.
Les jeunes Jamaïcains citaient la phrase du Premier ministre comme un mantra de patience active. Les étudiants burkinabés, eux, brandissaient des pancartes à l'effigie de Traoré, y voyant un appel à briser les dépendances mentales. Deux générations, deux rythmes, mais un même désir, posséder leur voix dans le concert des nations. Sous un autre angle, les chancelleries de la Caraïbe et de l'Afrique, d'abord prudentes, commencèrent à parler de diplomatie du respect. Des projets d'échanges culturels et éducatifs émergèrent entre Kingston et Ouagadougou. Pour la première fois depuis des décennies, un désaccord donnait naissance à une alliance. Ses conséquences tangibles redessinaient la carte invisible de l'influence morale. Entre passion et raison, entre cri et calme, les deux figures, le Premier ministre et Ibrahim Traoré, incarnaient désormais les pôles d'un nouveau dialogue mondial. Et dans les rues de Kingston, on murmurait encore la question initiale. La liberté appartient-elle à celui qui parle le plus fort ou à celui qui reste droit quand le monde s'agite? Face à l'onde durable de cette controverse devenue conversation, trois trajectoires se dessinent. Chacune dépendra non des discours, mais des gestes, ceux qui traduiront la maturité acquise des deux nations. Tout d'abord, la Jamaïque et le Burkina Faso poursuivent un dialogue prudent. Les contacts diplomatiques reprennent sous forme d'échanges culturels, universitaires et économiques. Les deux gouvernements comprennent qu'ils ont plus à gagner en construisant qu'en se défiant. Cette voie modérée consolide leur image de nation souveraine, mais ouverte. Les analystes parlent déjà d'un modèle atlantique de respect partagé. Tout d'abord, si les deux pays vont plus loin, ils pourraient bâtir une plateforme commune, Alliance afro-caribéenne pour la souveraineté durable. Un cadre souple, fondé sur la coopération éducative et l'innovation écologique. Dans cette version, la tempête diplomatique deviendrait une renaissance politique. Le nom d'Ibrahim Traoré, autrefois associé à la provocation, symboliserait alors le courage d'avoir provoqué la vérité. La Jamaïque, elle, deviendrait l'exemple d'une dignité calme qui inspire les petites nations du monde. Tout d'abord, si la méfiance reprend le dessus, la fracture entre franc-parler et diplomatie pourrait se rouvrir. Les partisans des deux camps se retrancheraient dans leurs certitudes. Les projets de coopération s'essouffleraient et l'opinion mondiale se détournerait, jugeant l'épisode clos. Mais même dans ce cas, une graine demeurerait, celle d'un débat nécessaire sur la définition de la liberté post-coloniale. Ces trois routes dépendent d'un facteur unique, la volonté des peuples de dépasser la fierté blessée pour transformer le désaccord en apprentissage. Si les dirigeants choisissent l'écoute plutôt que l'écho, l'histoire retiendra cet épisode non comme une dispute, mais comme la naissance d'une diplomatie nouvelle, plus lente, plus humaine. Si le respect devient l'arme des faibles, alors la faiblesse n'existe plus. L'écho de l'affaire dépassa les élites. Dans les rues de Kingston, dans les villages du Sahel, chacun y trouvait un reflet personnel. Les aînés parlèrent de mémoire et de dignité, les jeunes, de courage et de futur. À la radio, un poète jamaïcain résuma le sentiment commun. Deux voix différentes, un même battement du cœur noir. Ce n'était plus une histoire d'État, mais d'individus qui se reconnaissaient à travers la mer. Pour le citoyen jamaïcain ordinaire, le discours du Premier ministre devint un rappel. La liberté ne se prouve pas en criant, mais en continuant à bâtir. Dans les écoles, les professeurs citaient sa retenue comme une vertu politique, transformer la tension en leçon. Pour les Africains, surtout les jeunes de Ouagadougou et de Dakar, Ibrahim Traoré restait une source d'inspiration. Son audace prouvait qu'on pouvait parler haut, même quand on vient d'un petit pays. Ensemble, ces deux modèles dessinaient une double leçon. La fermeté peut être silencieuse, et le respect contagieux. Le débat toucha aussi les diasporas. À Londres, à Paris, à New York, les communautés afrodescendantes virent dans cet échange une métaphore de leur propre quête, concilier fierté et coexistence. Les réseaux se remplirent de messages simples. Respect is not surrender. Ainsi, l'épisode devint un miroir global. Les peuples, au-delà des drapeaux, se mirent à parler d'égal à égal. Et peut-être était-ce là, enfin, la véritable victoire, transformer un désaccord en langage commun. Dans les semaines qui suivirent, le calme revint, mais il ne s'agissait pas d'un retour au silence. C'était une organisation. La Jamaïque, fidèle à la sobriété de son Premier ministre, mit en œuvre une feuille de route en 5 étapes, destinée à prouver que la souveraineté peut se vivre au quotidien. Première étape, création d'une commission de transparence publique chargée d'examiner les dépenses de l'État
et de publier les résultats chaque trimestre. Deuxième, ouverture de tribunes citoyennes locales, où habitants et associations débattent des projets gouvernementaux. Troisième, partenariat éducatif avec des universités africaines pour promouvoir la diplomatie culturelle. Quatrième, lancement d'un programme de jeunesse active liant formation civique et participation communautaire. Cinquième, adoption d'indicateurs de souveraineté fonctionnelle, mesurant la part locale dans les décisions économiques. Ces mesures, modestes en apparence, furent saluées comme un tournant concret. En parallèle, à Ouagadougou, les conseillers d'Ibrahim Traoré préparèrent eux aussi une série de forums régionaux pour encourager le débat public sur les partenariats équitables. Deux nations, deux méthodes, mais une même ambition, transformer la parole en action. Ce double mouvement dessina un modèle inédit de coopération, ni dépendance ni isolement, mais interdépendance choisie. Les analystes y virent la naissance d'une diplomatie du respect appliqué, où la dignité devient une pratique, pas un slogan. Ainsi, de la tempête surgissait un cap, précis et mesurable, celui d'une souveraineté vécue, partagée, vérifiable. Sous le même ciel, deux voix s'étaient affrontées, puis répondues. Des semaines plus tard, quand la poussière des débats se fut dissipée, un sentiment d'apaisement enveloppa les deux rives de l'Atlantique. Les Jamaïcains, fiers d'avoir tenu tête sans s'emporter, voyaient dans leur Premier ministre le symbole d'une dignité tranquille. Les Burkinabés, inspirés par Ibrahim Traoré, continuaient d'y voir la force du refus et la jeunesse de la révolte. Deux chemins, mais un même horizon, la liberté assumée. Le chef jamaïcain, dans un discours final, rappela les mots qui avaient ouvert la crise. Même entre frères, il faut respecter la maison de chacun. Ce rappel sonna comme une réconciliation implicite. Entre la fougue et la patience, le monde découvrait que le respect pouvait unir là où la fierté divise. Et quand les caméras s'éteignirent, il ne resta qu'une vérité simple. La souveraineté n'est pas une bannière, c'est une attitude. Alors que la mer des Caraïbes retrouvait son calme, les voix se firent plus basses, mais plus profondes. Les deux nations avaient prouvé qu'on peut débattre sans se déchirer, qu'on peut défendre sans humilier. À travers leurs gestes, la Jamaïque et le Burkina Faso offraient au monde une leçon de maturité. La souveraineté n'est pas un mur, c'est un pont. Ce récit, désormais, n'appartient plus aux dirigeants. Il appartient à ceux qui l'écoutent, le partagent, le prolongent. Chaque mot prononcé à Kingston ou à Ouagadougou a tracé une ligne invisible entre les continents, une ligne de respect. Et maintenant, c'est à nous d'en décider la suite. La dignité n'est pas un souvenir, c'est une responsabilité quotidienne. Si vous croyez, comme Ibrahim Traoré et le Premier ministre jamaïcain, que la liberté et le respect peuvent marcher ensemble, alors faites vivre ce dialogue. Par vos idées, vos échanges, vos gestes. Comment, selon vous, deux continents frères peuvent-ils continuer cette conversation sans se perdre de vue ?